Voilà, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu pour m'écouter. Oui, alors on m'a demandé de vous parler de ce métier de journaliste et je trouvais intéressant effectivement de venir vous parler d'un métier en voie de disparition parce que il y a Maréchal Ferrand qui se pratique de moins en moins. Il y a un certain nombre de professions comme ça qui sont en train de disparaître petit à petit et il y a la profession de journaliste. Si je croyais vraiment qu'elle disparaissait, je ne serais peut-être pas là, mais c'est une profession qui est en train de changer à grande vitesse. Et au fond, aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde est dispensateur d'informations, tout le monde a une opinion, peut la partager sur les réseaux sociaux. La presse traditionnelle, imprimée, se pose énormément de questions. Elle est concurrencée par de nouveaux médias. Bref, plus personne ne sait trop ce que c'est que ce métier. Et du coup, je me suis demandé, et je me demande assez souvent moi-même, en quoi il consiste. Et j'ai entrepris un voyage avec d'autres confrères dans plusieurs pays d'Europe, en Suisse, en Grande-Bretagne, pour aller voir d'autres rédactions et me demander ce que ce métier allait devenir. Je suis directeur d'un journal, La Vie. J'ai la responsabilité donc d'une communauté humaine, d'une histoire aussi, un journal fondé à la Libération. Qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons nous projeter dans un monde qui est en train de changer et dans une profession qui est à ce point bousculée, brocardée, réinventée avec de nouvelles techniques. Et j'en suis venu à la conclusion, je vais commencer par la conclusion, j'en suis venu à la conclusion qui est le projet même de ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui, c'est qu'en fait notre métier n'a pas changé, il est en train au contraire de revenir à ses fondamentaux. Être journaliste, c'est raconter des histoires. Alors évidemment, comme je suis un petit peu sans doute taquin, j'ai choisi cette formulation, raconter des histoires, parce que je sais bien que c'est ce qu'on nous reproche le plus souvent. On nous dit, vous racontez des histoires. Et quand on nous dit ça, évidemment, c'est rarement quelque chose de positif. Et la première histoire que je voudrais justement vous raconter, c'est celle qui m'est arrivée quand j'ai commencé dans ce métier, à m'engager dans ce métier à titre réellement professionnel. Et je voudrais revenir sur une prophétie et vous dire ma dette à l'égard de quelqu'un, ma dette à Élise. Alors Élise, ce n'est pas Élise Lucet, la journaliste de Cache Investigation qui est au centre de beaucoup de polémiques en raison de ses méthodes d'investigation. On l'a vu récemment à propos des affaires de pédophilie dans l'Église. Élise, ce n'est pas Élise de la lettre à Élise. L'Élise dont je vous parlais, c'est une vieille paysanne du Gers. Je suis originaire du Sud-Ouest, comme peut-être vous l'entendez. Une vieille paysanne du Gers qui était presque aveugle, en tout cas très myope, mais qui arrivait quand même à lire la Dépêche du Midi, évidemment principalement pour lire les avis de décès, et qui m'a interrogé sur ce que j'allais faire dans la vie. Je devais avoir 18 ou 20 ans. Je lui ai dit journaliste, j'étais extrêmement fier de ce projet professionnel, et elle m'a dit « Eh bien, vous allez en raconter des mensonges ». Et c'est sur cette base que j'ai donc pu obtenir ma première carte de presse. Alors, à l'époque, la profession était quand même moins, on va dire, déconsidérée. Mais on voit qu'il y a toujours eu ce jeu, cette distance entre vous, les lecteurs, et nous, les journalistes, cette distance critique qui, au fond, je dirais, nous fait le plus grand bien. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus tendu. On le voit évidemment avec l'élection présidentielle, on l'a vu beaucoup à travers les affaires qui ont concerné François Fillon, mais c'est beaucoup plus large. Dans la sphère d'extrême droite, on parle par exemple de journalope, expression particulièrement abjecte. On voit des confrères, des consoeurs qui, quand ils rentrent dans un meeting politique, se font cracher dessus, ce qu'on ne connaissait pas dans le passé, en tout cas de mémoire vivante de journalistes. C'est une profession qui est devenue suspecte. Parfois, on est menacé. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux, à travers des prises de position, que rapidement, on pouvait faire l'objet de propos plus ou moins menaçants, parfois réellement très, très inquiétants.
Il y a évidemment des raisons à cette perte de considération. Je suis le premier à m'indigner souvent de la façon dont tel ou tel confrère ou consoeur travaille. Et je vous dirai, à titre d'exemple et peut-être d'anecdote, ma propre expérience en tant que journaliste, d'abord spécialiste des informations religieuses pendant une dizaine d'années, avant d'être éditorialiste et directeur de La Vie depuis plus de 10 ans. Première partie donc de mon expérience professionnelle à La Vie, j'ai couvert les questions religieuses. Et à ce titre, j'ai souvent été interrogé par des confrères ou consoeurs de la télévision à l'occasion d'événements qui concernaient notamment le Vatican, les papes, Jean-Paul II, Benoît XVI ou le pape François. Deux souvenirs à cet égard. Le premier journaliste d'une chaîne de télévision dont le nom importe peu, dont le titre importe peu, qui rentre dans mon bureau et qui me dit « Je vous préviens, moi, la religion, j'y connais rien ». Et c'était une façon, visiblement, pour lui de montrer que c'était quelqu'un de bien. Alors, je lui dis « Mais alors, c'est formidable, parce que je vais pouvoir vous raconter tout ce que je veux, puisque vous n'aurez pas la capacité de comprendre. » Deuxième expérience que j'ai pu faire, une jeune journaliste qui vient m'interviewer cette fois-ci à propos de la visite de Benoît XVI en Allemagne. Et j'étais très enthousiaste parce que Benoît XVI avait prononcé un de ses discours les plus intéressants, les plus importants, devant le Bundestag, un discours sur la politique, qui serait d'ailleurs très intéressant de relire aujourd'hui, à quelques jours des élections présidentielles. Et j'avais envie d'expliquer pourquoi ce discours était, à mes yeux, extraordinaire. Elle m'a écouté poliment, enregistré poliment, et puis elle a sorti un petit bout de papier de sa poche et m'a dit « Je suis un petit peu embêté, mais en fait, mon rédacteur en chef m'a demandé de vous interroger plutôt sur les affaires de pédophilie dans l'Église en Allemagne. » Le journalisme qui va chercher, en fait, autre chose en fait, que ce qui est intéressant, parce qu'il a un certain nombre de présupposés ou de cadres de pensée qui l'empêchent de penser. Donc il y a des raisons à cette méfiance, à cette défiance vis-à-vis de la profession de journaliste, mais je dirais que c'est plus large que ça. Mon expérience, cette fois-ci plutôt d'observateur, d'intellectuel, c'est que, au fond, aujourd'hui est suspecte toute position d'autorité dans la société. Toute situation de pouvoir et de savoir est suspecte, parce qu'on est dans une société beaucoup plus horizontale. Alors évidemment, pour les journalistes, c'est très déstabilisant, parce qu'on est descendu de notre piédestal. Les experts peuvent très facilement contester ce que nous écrivons, et finalement, chacun d'entre vous est expert dans son domaine. Et la distance qui séparait le journaliste de l'expert, elle a complètement disparu. À travers les réseaux sociaux, ça s'équilibre, en tout cas, de façon beaucoup plus évidente. Je voudrais vous parler de mon expérience de journaliste raconteur d'histoire, avec un œil sur la pendule, en vous disant que, bien que je sois éditorialiste, donc a priori mon métier ce soit de commenter, je crois quand même que mon métier est essentiellement de raconter. Évidemment, comme éditorialiste, j'essaie de penser, c'est un peu le but du jeu, j'essaie d'expliquer des événements auxquels je ne comprends rien, c'est la quadrature du cercle, mais je crois pourtant moins aux idées qu'aux histoires. Autrement dit, je pense que peut-être que si on se posait la question entre nous, est-ce que nous avons envie de survivre à nos idées ? Je ne suis pas sûr que nous ayons envie que nos idées meurent après nous. En tout cas, mon expérience, je le dis humblement, d'éditorialiste, c'est de constater que certaines de mes idées sont déjà mortes. Ça ne m'empêche pas d'en avoir d'autres. Alors oui, le vrai journalisme, c'est de raconter des histoires. C'est un métier, c'est une vocation et c'est une aventure. Et ici, je voudrais évoquer, alors je vais essayer de ne pas employer des mots trop pompeux, mais je voudrais évoquer ce que j'appellerais une éthique du terrain. Le journalisme, ça se pratique sur le terrain. Vous allez me dire, bien sûr, en fait, la plupart des journalistes ne sortent pas de leur écran d'ordinateur, du face-à-face avec leur écran d'ordinateur. Et je me souviens de mon inquiétude quand une jeune journaliste que je venais d'embaucher à La Vie m'a posé comme question quels sont les horaires de travail. La question n'est pas de savoir à quelle heure on arrive, la question c'est de savoir où on va. C'est ça l'enjeu pour un journaliste, et c'est un métier qui d'ailleurs prend tout, en fait toute l'existence.
C'est un métier qui nous invite à aller à la rencontre, en fait, de l'autre. Cette éthique du terrain, je la revendique, y compris dans des difficultés économiques, comme la raison même, la raison d'être, en fait, de notre métier. Si on lit des journaux, c'est parce qu'ils nous racontent des histoires fortes. Je donnerai 2 exemples que je suis fier d'avoir publiés dans La Vie en ce qui concerne les chrétiens. Quelques exemples d'ailleurs en ce qui concerne les chrétiens d'Orient. Nous avons publié 3 grands reportages de Laurence Desjoyaux, journaliste à La Vie, qui est spécialiste donc des chrétiens d'Orient. Elle a été la première dans la plaine de Ninive, malheureusement, à assister à la chute de la plaine de Ninive et à l'arrivée de Daesh. Premier reportage publié dans La Vie. Mais elle a été aussi la première à revenir à Karakoche pour la première messe célébrée par l'évêque de retour dans sa cathédrale. Et elle a récemment, nous avons publié pour le numéro de Pâques, donc la semaine dernière, plus de 20 pages d'enquête à la rencontre des chrétiens de Syrie. Pour moi, le journalisme, raconter des histoires, c'est ça. Raconter des histoires, évidemment, c'est le deuxième point que je voudrais aborder. Si possible, c'est raconter en effet une histoire vraie. Vous allez me dire, c'est la moindre des choses. On voit que ça ne va plus de soi. On l'a vu pendant la campagne présidentielle américaine. C'est évident qu'un certain nombre de sites dits alternatifs, de réseaux sociaux, favorisent la diffusion de fausses informations. Pourquoi la diffusion de fausses informations? On dit que c'est pour des raisons idéologiques, mais c'est aussi pour des raisons économiques. Derrière les personnes qui sont rétribuées pour retweeter, renvoyer, partager, diffuser ces fausses informations, il y a de la rétribution, il y a de l'argent, il y a donc des enjeux économiques. Quand Donald Trump est critiqué pour telle ou telle de ses positions, au lieu d'argumenter sur le fond, il parle de fake news, donc les fausses nouvelles, et un certain nombre de médias présentent des faits dits alternatifs. Les faits alternatifs, je ne sais pas ce que c'est. Et pourtant, je suis le directeur d'un journal qui, à bien des égards, se situe en contre-champ par rapport à la presse générale. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter, si possible, une histoire vraie. Ce n'est pas de raconter une histoire alternative. Ce n'est pas, évidemment, je vais y revenir, de bricoler la vérité pour lui donner un autre air. Alors, d'un côté, les fausses nouvelles, de l'autre, le fact-checking, l'idée qu'on vérifie les informations. En fait, pour moi, ce sont les deux faces d'un même problème, d'une même médaille. Crise de la démocratie, fausses nouvelles, crise de la parole, vérification d'informations. On cherche en fait une légitimité, on cherche à relégitimer l'information. Et je crois qu'il y a une certaine perte du respect, je dirais, pour les faits. Cette perte de respect pour les faits, elle n'est pas que chez les journalistes, elle est aussi chez les lecteurs. Une expérience très concrète a été faite pour savoir comment on partageait des informations. En fait, le plus souvent, on partage des informations que l'on n'a pas lues. Sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement frappant. Ce n'est pas parce que vous partagez un article sur Facebook que vous l'avez lu. En fait, il n'y a pas tellement de corrélation entre les deux. Et souvent, on partage des partages de résumés, d'extraits. Donc on est très rapidement, très loin des faits. Évidemment, c'est une forme de paresse intellectuelle qui consiste à commenter, je dirais, sans lire. Moi, j'ai dit un jour à la rédaction de La Vie que j'arrêterais de faire ce métier s'il consistait à commenter des textes que l'on n'a pas lus. Quand on parle d'un rapport, le moindre des choses, c'est d'avoir ouvert le rapport et pas d'avoir lu la dépêche d'AFP qui commente le rapport ou qui le résume. C'est la moindre des choses, mais ça ne va pas plus forcément de soi, y compris, je dirais, ce n'est pas seulement une question de paresse, y compris parce qu'il y a une pression économique à la rapidité, au clic, à l'efficacité, à la rentabilité. Et il y a derrière tout ça, d'ailleurs, une forme de détresse chez beaucoup de journalistes qui sont entraînés à alimenter cette machine constamment. Et face à cela, je défendrai une éthique, en plus de l'éthique de terrain que j'évoquais tout à l'heure, je défendrai une éthique
de la vérification. Vérifier les faits, c'est la base de notre métier, c'est ce qui justifie en fait l'existence même de notre profession. C'est ce que j'ai appris quand j'étais jeune journaliste à Europe 1, en travaillant aux côtés d'un journaliste qui me demandait une information vraie, non pas à 50%, non pas vérifiée à 60%, non pas vérifiée à 70%, non pas vérifiée à 90%, non pas vérifiée à 100%, mais si j'ose dire, vérifiée à 150%, c'est-à-dire sur-vérifiée, pour ne plus avoir le moindre doute, ce qui d'ailleurs a mené à écarter la plupart des histoires qu'on s'apprêtait à raconter. Éthique du terrain, éthique de la vérification, éthique du récit. Je vais faire part d'une expérience et d'un dilemme, d'une question qui s'est posée. J'ai eu la chance de participer l'an dernier à une longue conversation avec le pape François, que nous avons publiée dans La Vie. Une conversation donc très longue, d'1h30, que j'ai intégralement retranscrite. Dans cette conversation avec le pape François, qui était conversation qui était comme vous savez qu'il est, c'est-à-dire il s'exprime de manière assez informelle, le pape s'est mis à tenir des propos qui ont, disons, pouvaient provoquer débat, polémique, voire panique. À la question de l'immigration, le pape a dit « Oui, il y a une invasion arabe de l'Europe. Cette invasion, il y en a toujours eu des invasions, et l'Europe a toujours surmonté ça. » Surprise des participants, nous étions plusieurs. Que faire de cette déclaration du pape? Vous en imaginez tout le potentiel, on était en plus en plein dans la campagne américaine, avec là encore la question de Donald Trump, des polémiques. Est-ce que je devais, pour des raisons d'opportunité, censurer ce que venait dire le pape, soit parce que je n'étais pas d'accord, ce qui est une première chose, soit parce que je considérais que ça allait poser un problème, et que ça allait poser un problème au pape, que le pape allait être entraîné dans un certain nombre de polémiques. Vraie question. Nous étions plusieurs à participer à cette conversation, et j'ai eu une pression des participants, de plusieurs participants, pour ne pas retranscrire l'intégralité de la conversation. Comme journaliste, et je dirais aussi que comme catholique, je ne me sens pas l'autorité, la légitimité pour aller faire le tri dans ce que dit le pape et considérer que là, le pape a dit quelque chose qui me plaît, ou le pape a dit quelque chose qui va être bien pour lui et pour l'image de l'Église, je prends. Dans l'autre cas, je ne prends pas. J'ai donc décidé de transcrire intégralement cette conversation sans aucun filtre. Début de polémique que j'ai pu, pour le coup, je dirais, gérer par une explication en fait, de contexte de ce qu'avait dit le pape. Et puis, 24 heures après, le journal du Vatican reprenait l'intégralité de cette conversation, lui donnant d'ailleurs un caractère officiel, comme quoi j'avais strictement transcrit les propos du pape. C'est ce que j'appellerais une éthique du récit. Comme rédacteur, ce qui me plaît est une chose, ce qui est opportun est une autre chose, mais d'abord un respect pour la réalité de ce qui a été dit. Et quand c'est le pape, je considère qu'il est responsable de ce qu'il dit, qu'il sait ce qu'il dit et qu'il sait pourquoi il le dit. Troisième élément, raconter, c'est raconter pour la première fois. Je crois que le copier-coller contamine vraiment le journalisme, comme il contamine le monde universitaire. On ne compte plus le nombre de thèses, de mémoires qui ont été faites selon cette technique. C'est presque, on voit chez beaucoup de personnes, et pas seulement chez des étudiants, chez des universitaires confirmés, chez des intellectuels confirmés, on voit que cette frontière, parfois, n'existe plus. Alors, il y a une étude récente qui montrait d'ailleurs que 64% des contenus publiés sur les sites Internet étaient identiques. En fait, tout simplement parce que les sources sont les mêmes. Par exemple, une dépêche d'AFP reproduite à l'identique sur un certain nombre de sites. 64%. Les 2/3 des contenus que vous voyez sur des sites dits d'information sont les mêmes partout. Donc il y a une forme d'uniformité qui pose évidemment un problème intellectuel. C'est aussi une question de pillage, pur et simple. Je prendrai ici l'exemple d'un confrère de la presse locale qui me disait sa détresse, travaillant sur les faits divers,
Voilà un journaliste qui couvre dans la presse locale les faits divers locaux. Donc malheureusement, les accidents, c'est un métier qui est très pénible psychologiquement, qui demande une forme d'engagement, d'abnégation, parce qu'il faut aller sur des lieux d'accident, il faut être réveillé la nuit, il faut raconter des histoires qui sont parfois très dures. Il est aussi en contact, grâce à la qualité de ses relations professionnelles avec la police, avec les pompiers, et il est le premier arrivé sur ces faits divers. Peut-être que ça vous choque, mais c'est aussi ça qui fait que l'information est produite. Elle est produite dans un certain nombre de conditions. Il est réveillé en pleine nuit, il va sur un fait divers pénible, il raconte ce fait divers qui est publié dans son journal. Il rentre chez lui, il ouvre la radio et il entend raconter ce fait divers par un journaliste de la radio comme si le journaliste y avait été. Mais le journaliste s'était basé sur le récit que lui, il avait pu produire. Alors vous allez dire, c'est pas grave, l'histoire circule. Mais je dirais qu'il y a une éthique aussi de l'exclusivité. Ouais. Il y a un engagement des journalistes sur le terrain, il est coûteux, il est humain, et malheureusement, cette frontière perd aujourd'hui de son évidence pour un certain nombre de confrères. Nous avons publié dans La Vie un scoop mondial cet été, puisque nous avons été les premiers à retrouver les religieuses qui avaient assisté à la dernière messe du Père Hamel et donc à son assassinat. Nous sommes allés les rencontrer. Elles nous ont livré un témoignage magnifique. Ce témoignage publié dans La Vie a été repris par la presse du monde entier. D'une certaine façon, alors que nous avions, je dirais, investi intellectuellement, matériellement dans la recherche de cette information, elle nous était en quelque sorte volée puisqu'elle circulait dans le monde entier, elle ne nous appartenait plus. Or, le journalisme de qualité, ça a un coût. La production de ce journalisme a un coût. Ça a un coût humain, ça a un coût financier, moi j'y crois. Et dans ce monde dans lequel tout est copié, collé, circulé, s'il n'y a plus de respect de cette exclusivité-là, eh bien, on ne pourra plus produire en fait des contenus réellement originaux et on se contentera tous de se copier les uns les autres. Raconter, c'est refuser qu'on vous raconte des histoires. Je dirais très rapidement, parce que c'est évident, le journalisme victime de la communication, le journalisme connivant, c'est toujours été un problème, ça l'est devenu sans doute encore plus parce que la communication s'est professionnalisée. Je revendiquerai une éthique de la distance. Je dirais aussi que raconter, c'est se situer. Moi, je me situe clairement. Je suis journaliste, je suis chrétien. Je ne crois pas que l'objectivité existe, peut-être que je vous choque en disant ça. Je crois que l'honnêteté consiste à dire d'où l'on parle. Quand vous achetez La Vie, c'est marqué sur la couverture hebdomadaire chrétien, d'où l'on parle. Et je ne crois pas qu'il existe des journaux qui parlent de nulle part. Je ne crois pas qu'il existe une information qui soit complètement neutre. Et je dirais que, au fond, il faut revendiquer ici une éthique de l'appartenance. Oui, je suis situé, mais je suis journaliste et je ne l'oublie pas. Raconter, c'est aussi penser, prendre le temps de lire. Dans les pérégrinations que j'ai pu faire à la rencontre des différentes rédactions, j'étais frappé de voir que dans beaucoup de grandes rédactions, et pas des moindres, il n'y avait plus de livres. Jusqu'au moment où je suis allé dans un hebdomadaire, un vieil hebdomadaire britannique que vous connaissez peut-être, The Economist, où j'ai vu des livres partout. J'ai dit, tiens, il y a encore des livres chez vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, bah oui, il faut bien quand même que nous ayons le temps de penser. Et face à un journalisme qui est purement réactionnel, qui est purement immédiat, moi je crois qu'il faut ici revendiquer vraiment une éthique du temps long, rentrer dans la lecture. Autour de moi, il y a des livres. Ici, on est dans un lieu de culture. On ne peut pas penser si l'on ne prend pas le temps de penser. Raconter, c'est aussi heurter et c'est aussi se heurter. Je crois qu'il faut penser en dialogue, qu'il faut penser en mouvement, qu'il faut penser contre ce que l'on sait. Et c'est là que le métier devient intéressant. Les bons journalistes, je vais commencer par les mauvais. Les mauvais journalistes sont ceux qui savent. Les bons sont ceux qui ne savent pas et qui font ce métier pour ça.
Quand un universitaire, quand j'étais jeune journaliste et qu'un universitaire me disait « Mais comment vous ne savez pas ça ?» Je disais « Oui, c'est pour ça que je viens vous interroger. C'est parce que je ne sais pas. Si je savais, je ne serais pas journaliste. » Penser contre ce que l'on sait, penser contre ses actionnaires, ça m'est arrivé. Penser contre ses lecteurs, c'est plus difficile, parce que c'est eux qui paient le journal, l'abonnement. Penser contre ses confrères, je crois que c'est très difficile, je l'ai expérimenté moi-même. Quand j'écris un éditorial et que je m'aperçois sur la Syrie, par exemple, que je travaille pour un groupe de presse, qui est le groupe Le Monde, que Le Monde va prendre dans un éditorial une position très différente, voire opposée, évidemment, ça m'interroge. Mais je crois qu'il faut résister à la tentation du mimétisme, du conformisme et peut-être d'un certain panurgisme journalistique. Et donc, je dirais, au fond, c'est une éthique de l'outre-pensée, vous voyez, penser contre, penser malgré soi, penser contre soi. Et pour un journaliste catholique, parfois, c'est aussi penser contre l'institution. Je crois qu'il y a ce risque-là, il faut l'assumer, cette responsabilité-là. Et c'est peut-être là-dessus que je vais m'arrêter. Le grand service que je crois qu'on peut rendre, nous les journalistes catholiques, c'est d'être dans cette distance, cette juste distance entre la bienveillance et le sens critique. Je vous remercie.